Ceci est le podcast de Gang of Witches, présenté par Sabrine Kasbaoui. Mettez tous vos sens en éveil, l'esprit des sorcières arrive à vos oreilles. Le sabbat, c'est par là. Gang of Witches. Bonjour chères sorcières, bienvenue dans le podcast de Gang of Witches. Je suis Sabrine et je suis heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette pleine lune qui, dans la tradition païenne, est dédiée à l'orge, pour sa vigueur et parce qu'elle attire la prospérité. Pour cette occasion, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui l'artiste, réalisatrice, blogueuse et color designer, Maïwa. Bienvenue Maï. Merci beaucoup. Bonjour Sabrine. Je suis ravie de te recevoir et je voudrais rappeler un petit peu ton parcours, Maï, qui est à l'image de ton magnifique film intitulé Les Rivières, sinueux, fluide, imprévisible et puissant. Rien ne laissait présager en effet qu'il te mènerait à la création telle que tu la pratiques aujourd'hui. Tu commences par suivre des études de commerce prestigieuses, tu travailles pour une célèbre marque de produits de beauté avant de reprendre des études aux arts déco et de devenir color designer. Tu lances ensuite ton blog dédié à la beauté et à ces gestes qui te fascinent. Puis de vidéo en vidéo, soutenu par la belle communauté qui te suit sur les réseaux sociaux, tu te lances dans cette grande aventure de vie et d'art qui va devenir ton premier long métrage, Les Rivières, un récit documentaire intime et sensible qui explore ta lignée de femme et les mémoires de ta famille. Alors ce film va occuper 6 ans de ta vie et tu dis d'une très belle façon qu'il te réalise plus que tu ne l'as réalisé. La première projection a lieu le 8 mars 2019 et depuis, il ne cesse de prendre de l'ampleur et de vivre sa propre vie, pour le moment en dehors du système cinématographique institutionnel. Alors j'avais envie de revenir tout d'abord sur le point de départ de cette aventure. Tu en parles dans ton film, mais est-ce que tu peux me rappeler quelles sont les raisons qui t'ont poussé à travailler sur ton histoire personnelle, sur ta lignée de femme ? Eh bien, j'étais à un point où c'était vivre ou mourir, grosso modo. Il fallait absolument que je résolve une malédiction familiale que mon oncle m'a partagée et qui disait que les femmes étaient malheureuses dans cette famille et qu'elles étaient malheureuses parce qu'elles étaient maudites. Et elles étaient maudites parce que mon arrière-arrière-grand-mère, ça je le raconte pas dans le film, mais ça nous emmenait trop loin, mais elle avait été enterrée près d'une rivière et que les pieds de sa rivière étaient mouillés et que son fantôme avait froid et que donc, mécontent, il venait hanter les femmes de sa lignée. Et moi, j'ai une fille. Et à ce moment-là, j'ai ma fille, je viens de quitter mon mari et il y a une sorte de cataclysme en fait qui me fait dire mais évidemment, enfin bien sûr, donc bah oui, bah je suis l'objet d'une malédiction, donc je suis sous l'emprise de quelque chose de totalement comment dire, c'est de la magie noire en fait, c'est que une fois que les mots ont été prononcés, tac, tu te retrouves comme dans un film totalement emmuré dans une croyance. Aujourd'hui, on parle beaucoup en santé mentale de croyances limitantes, mais c'est vraiment ça quoi. C'est que tout d'un coup, t'es dans une salle qui est dans un petit cube. Et puis, à un moment donné, quand même, tu te dis bon, c'est peut-être pas une histoire de pieds mouillés dans une rivière, ou en tout cas, si c'est le cas, c'est certainement symbolique d'autres choses. Et qu'est-ce que c'est ? Et moi, je suis pas suffisamment, comment dire, aimante de moi-même à l'époque pour me dire, il faut que je sauve ma peau, quoi. Mais par contre, j'aimais suffisamment ma fille pour me dire, faut que je sauve la sienne. Et puis, voilà, j'ai entrepris plein de cheminements différents, thérapie classique, thérapie corporelle, méditation, yoga, tout ce que tu veux. Et puis, à un moment donné, je me rappelle, je sors de ma séance de psy. Et tu sais, une séance de psy, c'est, t'enlèves un nœud à chaque fois sur le fil. Et t'as une sorte de satisfaction et d'apaisement, en fait, quand tu sors de ta séance. Tu dis, ah, tiens, c'était un nœud, je l'ai reconnu, et puis on l'a défait ensemble. Et là, je me retourne et en fait, la salle, elle est pleine de pelotes. Tu vois, la pelote, elle est géante, quoi. Et je me dis, mais j'ai pas le temps, en fait. Je peux pas, en fait, uniquement faire ça. Il faut que j'aille sur je sais pas quoi. Et en fait, je vais jouer mon va-tout.
Je dis, je vais faire un film. Ce qui me paraît totalement fou, déplacé, tout ce que tu veux. Mais c'était une intuition très, très forte. Et puis, l'idée d'être de toute façon au pied du mur et de pas avoir d'autres solutions, quoi. Alors justement, comment tu te sers de ta caméra d'abord? Comment tu filmes et tu t'autorises à filmer? À quoi te sert ta caméra? Et puis ensuite, dans ton cheminement, ça va venir plus tard, comment tu t'empares et assumes ta propre voix dans ce film? C'est intéressant. La caméra, c'était une extension de moi. C'est-à-dire que je savais pas du tout à l'époque, mais c'était une extension de moi à plusieurs titres. Le premier, c'est que, en fait, je le découvre petit à petit. La famille, pour moi, en fait, c'était un lieu très dangereux. Donc la caméra, c'était un bouclier. C'était un écran derrière lequel je me cachais et en même temps derrière lequel je pouvais avancer le plus nu possible, mais protégé par ce bouclier, quoi. Et en fait, c'est un truc finalement qui est très banal, tu vois, de pas être à l'aise dans sa famille, de pas savoir comment initier des discussions difficiles. Il y a rien de plus difficile que d'initier une discussion difficile avec sa famille. Je pense que, enfin, tu vois, c'est un truc très très universel, quoi. Et moi, en fait, j'avais la caméra et en fait le blog, et bien sûr quand je commence le blog, j'ai aucune idée que ça va m'amener à là. Je filme des femmes dans leur salle de bain sur leur rituel de beauté, donc tu vois, on est très 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 loin. Mais en m'immisçant dans ces salles de bain, j'ai appris à m'immiscer, pas à m'immiscer, mais en fait à me mettre en lien avec un autre intime que le mien, qui, en s'ouvrant à moi, me renvoie quelque chose de mon intime à moi, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui dialogue et qui est en surface avec le miroir, le fond de teint, etc., mais en fait, qui va descendre, et plus je vais filmer, plus je vais descendre à l'intérieur. Et François Julien dit que l'intime, c'est l'intérieur de l'intérieur. Et la caméra, c'est le truc de Spéléo, en fait, qui me permet d'avancer dans les boyaux de l'intime. Et en fait, le blog me permet de développer cette capacité-là. Et puis, petit à petit, ma famille, elle va passer devant la caméra. Parce qu'en fait, je l'avais tout le temps, ma caméra. Donc, ça devenait une sorte de mode de vie. Et puis, voilà, cette caméra, c'était du coup le bouclier et c'était en même temps le cœur qui pouvait pas s'exprimer autrement, en fait. Parce que j'avais pas appris. Et en fait, encore une fois, c'est quelque chose de très banal, d'arriver à l'âge adulte et d'avoir aucune idée de qui tu es, ce que tu ressens, quels sont les boutons qui te font sauter un plomb, ceux qui te rendent triste. Et la caméra, elle m'a appris ça, en fait. Elle m'a permis d'explorer ça, cette partie-là de moi. C'est ça, ce qui est très beau, c'est qu'on voit que à la fois c'est un outil de connexion aux autres, donc à ta famille, mais aussi aux femmes que tu as rencontrées et dont tu as fait les portraits, par exemple, pour ton blog. Mais c'est aussi un outil de connexion à toi-même, en fait. Exactement, parce qu'en fait, c'est l'outil qui me permet de demander, c'est le truchement qui me permet de demander à l'autre qui es-tu, sans avoir honte, sans avoir peur, parce qu'il y a une sorte de motif. Et qui nous permet de, en réflexion, en fait, de recevoir l'autre. Et quand tu reçois l'autre, en fait, tu ne peux que t'ouvrir, en fait. Et cette ouverture, elle m'était impossible avant parce que c'était trop dangereux. Et je pense que c'est le cadeau de l'âge adulte, c'est de te dire, mais en fait, maintenant, je sais pas, j'ai 30 ans, 35 ans, 40 ans, 70 ans, je suis totalement capable de m'ouvrir à quelqu'un. Ça fait peur, mais c'est possible. Mais tu commences ce film aussi à un moment crucial de ta vie. Ouais. C'est au moment où tu deviens mère, si j'ai bien compris. Alors oui et non, c'est-à-dire que je commence, apparaissent des images de ma maternité quand mes enfants sont encore nourrissons, mais qui sont plus des images d'archives. Mais ça commence. En tout cas, mon oncle, par exemple, me fait cette annonce quand je viens juste de quitter mon mari, quoi. Donc c'est là que ça a commencé. Même si pour moi, quand j'ai eu ma fille, qui m'a le premier de mes 2 enfants, j'ai fait une dépression tout de suite, quoi. Parce que je comprenais pas à l'époque, mais je savais déjà qu'il y avait une peur panique d'être la mère d'une fille. Mais parce que c'était en réflexion avec moi ce que j'allais traverser avec ma propre mère et que j'avais tellement peur d'abîmer cet enfant. Mais je savais pas encore que c'était des projections, tout ça. Bien sûr. Et alors,
peut-être on peut aussi revenir sur le récit de ta grand-mère, Oui. qui est quand même au cœur aussi du film, de ton film Les Rivières, où tu dis que ce qui t'a mis en mouvement, c'est de voir à quel point elle était morte de son vivant, et comment sa vie a changé quand vous avez décidé de la ramener du Vietnam jusqu'en France. Est-ce que tu peux m'expliquer ce moment? Alors, voilà, tu vois, il y a eu, on a un peu parlé des 2 premiers temps. Il y a l'annonce de la malédiction que je dois, en quelque sorte, évincer. Ensuite, il y a le blog et cette connaissance, et puis surtout le soutien. Tu vois, c'est fou en fait. T'as une foule derrière toi qui te porte en fait. C'est dingue. Et puis le 3e événement, c'est le retour de ma grand-mère en France. Donc elle vivait au Vietnam et elle était en train de dépérir et de mourir au Vietnam, et ma mère a décidé de la ramener, et puis je décide de les aider parce que je connais pas bien ma grand-mère en fait à ce moment-là. Et puis il va s'opérer une sorte de miracle totalement dingue où ma grand-mère, qui ne parle plus, ne mange plus, ne s'habille plus, crie. Enfin, on a quand même fait le retour du Vietnam en France avec ma grand-mère toute nue dans l'avion, quoi. Donc tu vois, elle était dans un niveau de déshumanisation, d'autodestruction qui était vraiment incroyablement, qui était spectaculaire et vraiment très très intense. Et en fait, en 2 mois, elle se remet sur pied, elle se remet à marcher, elle se remet à parler, elle me reconnaît alors qu'elle me reconnaissait plus. Et en fait, tout ça, c'était pas du tout ce que je pensais. C'était pas du tout un Alzheimer que, tu vois, moi, je ramenais cette vieille dame parce que je supportais pas qu'on puisse crever comme ça à l'autre bout de la terre, tu vois, seule, quoi. Donc moi je raccompagnais une femme mourante pour accompagner sa fin de vie, mais j'avais pas du tout prévu qu'elle allait se mettre à danser et à jouir en fait de la vie. Et je pense que quand tu vois ça, ta grand-mère en fait, sans avoir un mot à partager, mais juste dans son corps en fait, elle t'enseigne un truc de fou en fait, parce que elle te dit c'est jamais fini. Et ma mère en même temps, elle m'enseigne un truc de fou qui est quand tu sais comment faire, en fait tu peux faire des miracles. Parce que ma mère elle est médecin, donc elle savait, et moi je l'ai vue s'occuper de ma grand-mère littéralement heure par heure. Mais je l'ai vue aussi lui apporter de l'amour et d'une certaine manière la materner. Et ça, je savais pas que ma mère était capable de ça. Et ma grand-mère, elle a dit oui. Tu vois, et c'est ça qui est fou, quoi. Elle a dit OK, on tente. Et ça se fait sans un mot, encore une fois. Et c'est là qu'il y a de la magie, parce que moi, en tout cas, j'ai vu le pouvoir de transformation, tu vois, une sorte d'alignement de tout, en fait, où tous les désirs convergent. Et ça n'est possible qu'avec beaucoup d'amour. Et alors, ce qui est très beau aussi, c'est, on découvre ta mère dans ce film dont on sent que c'est une femme très puissante aussi. Et donc, c'est toi qui initie le film, mais on voit bien que finalement, aujourd'hui, vous le portez ensemble, que c'est un film de famille. Et comment t'as réussi à embarquer ta famille justement dans cette aventure? Ouais, c'est intéressant ça, parce que ça a été très très dur. Je te cache pas que c'était horrible. C'était horrible. C'était horrible, mais parce que j'étais pas du tout préparée, et ça fait partie du processus, tu vois, d'arriver avec cette ignorance très très profonde de comment les âmes se parlent, quoi. Et en fait, j'arrivais avec énormément de peur. Et donc ma peur, je la cachais par de la bien-pensance et tu vois, des intentions qui étaient très très mal placées, du type sauver ma fille, bien évidemment, sauver ma famille, de ces enjeux terribles, hein, tu vois, de traumatismes affreux, parce que on a une intensité et une pluralité de violences qui est incroyable, d'abandon, d'inceste, de violence et d'enfants battus, de la guerre, de l'exil. Enfin, il y a un truc assez, vraiment très très intense, et puis qui mute d'une génération à l'autre. Et je me rappelle plus de ta question. La question, c'est comment t'as t'as embarqué ta famille. Et donc moi je me disais, ce film il est là, et moi je suis là pour vous aider à réparer tout ça, quoi. Et moi j'ai eu un énorme fuck you, en fait. On t'a rien demandé, et on a 30 ans de plus que toi, on a fait nos choix, et moi j'ai des oncles qui voulaient me faire un procès. Enfin tu vois, c'était levé de bouclier. Et au début, il
y a eu plein d'étapes qui étaient d'incompréhension totale. Mais pourquoi ils réagissent comme ça? Et d'être vraiment dans cette bien-pensance, tu vois. Et puis après, petit à petit, en fait, c'était vraiment me soumettre. Oui, bah ils ont raison quand même, c'est vraiment difficile, nanana. Et puis je me rappelle de mon mec qui m'a dit, bah non, en fait, ils n'ont pas le droit de te menacer comme ça. C'est affreux, en fait. Ce que tu fais, c'est peut-être pas encore tout à fait aligné, mais il y a quelque chose de juste là-dedans. Et en fait, le rôle des anciens, c'est de soutenir les nouvelles générations, c'est de les protéger. Et justement, ils sont en train de perpétuer l'héritage familial qui est, les hommes vont dès que, en plus je suis une femme, dès que tu vois ceux qui sont réputés vulnérables vont dire je voudrais bien prendre la parole. Non, tu vas pas la prendre et sinon moi je vais te faire taire. Et donc voilà, ça se fait pas par des coups de fouet ou tu vois, mais ça se fait par des menaces et tout ça. Et puis après il y a eu un troisième temps où en fait j'ai compris que ce que je faisais était la transgression ultime dans une famille, et toutes les familles sont comme ça en fait, qui est régie par la loi du silence. Parce que la violence en fait, elle ne peut s'installer que si tout le monde se tait. Et les gens se taisent pas uniquement parce que ils sont méchants. Ils se taisent parce qu'on leur a appris à se taire, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est super difficile d'initier une discussion honnête. Dans la vie en général, mais ça s'apprend dans la famille que c'est difficile parce que les anciens savent pas le faire, ils ont pas appris à parler. Donc on arrive sur des terrains qui c'est du gruyère quoi. Et puis parce que tu veux protéger ta maman, tu veux protéger ta tante, tu veux pas que ton grand-père souffre, même si ça a été quelqu'un qui aurait mérité 400 fois la prison, tu vois. Parce que en fait, ces liens d'amour, ils persistent. Et donc, tu te rends compte que dire, et ça rejoint ta question du coup sur la prise de parole, dire en fait, je comprends votre ressenti, je comprends pourquoi vous réagissez comme ça, et ça va rien changer à ce que je vais faire. Et je vous préviens, en fait, je vais le faire. Et effectivement, je dois pas le faire pour vous sauver parce que ça n'a aucun sens. Qui suis-je pour vous sauver, juger que vous avez mal agi, juger que je peux faire mieux que vous? Il y a énormément d'arrogance là-dedans. Mais par contre, je sais que pour moi, c'est vital. Et ce qui est vital, c'est juste de vous dire que ça a été pour moi très, très difficile de grandir dans cette famille. Et c'est tout, en fait. Et en fait, une fois que t'es là, mais aucun membre de la famille se lève plus pour rien du tout, parce que ta parole, elle t'appartient, et que ta parole n'est plus violente à ce moment-là. C'est plus une violence que tu leur fais. Et donc, j'ai souvent des discussions là-dessus avec mes amis qui sont plus militantes ou intellectuelles ou politiques. Il faut une parole, il faut que tout le monde fasse sa part de toute façon, mais il faut que tout le monde tente quelque chose. Et effectivement, il faut qu'il y ait des intellectuels qui se posent des questions, il faut que des anthropologues fassent leur taf, les chercheurs, que les politiques prennent des mesures. Mais si en fait il n'y a pas de réponse dans l'intime, ce sera toujours en surface, et ce sera construire des châteaux sur des sables mouvants. Et bien sûr que l'intime, il ne peut que se construire que si l'intérieur des familles reste une zone de droit. Et donc c'est là où on est tous reliés, et que oui, les politiques, la justice, tout le monde doit faire son taf, mais rien ne remplace un cheminement intime. Oui, c'est là où finalement où justement ton film a une dimension politique, c'est que tu mets à disposition cette histoire intime sur la place publique, et tu montres en quoi finalement le récit intime est inextricablement lié à cette prise de parole politique et à cette loi du silence imposée par le patriarcat que ta parole vient casser, en fait, briser. Et ça, moi, ça me donne des frissons. Merci. En fait, tu sais, c'est très, très fascinant pour moi parce que j'ai initié ce projet il y a 6 ans, enfin bientôt 7 maintenant. Et à l'époque, il y avait déjà des recherches. Maintenant qu'on a eu MeToo et MeToo Inceste, on se rend compte que, tu vois, tous les écrits, les recherches, elles ont été écrites il y a 10, 15, 20 ans. Tout est déjà là depuis très, très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que MeToo et MeToo Inceste sont possibles. C'est parce que tout ce travail a déjà été fait. Mais moi, à l'époque, j'étais pas au courant. Et donc, mon cheminement aussi,
se voulait pas du tout politique parce que je voyais que, tu vois, comme je vais vous sauver, chère famille, je pouvais dire la même chose voilà, je vais monter un parti politique pour vous sauver, alors qu'en fait, tout ça, encore une fois, ce sont que des projections, et je savais que j'étais pas suffisamment puissante, véritablement puissante de l'intérieur, et que si je faisais ça, si je surfais sur des idéologies, et je dis pas du tout que ces idéologies ou ces pensées sont des choses sur lesquelles il faut surfer. Mais moi, j'étais pas suffisamment ancrée pour comprendre la puissance de cette pensée-là, et j'aurais juste surfé dessus, ou je m'en serais emparée, mais pour moi, en fait, pour gagner en puissance moi, alors que en fait le chemin il doit se faire à l'inverse, enfin selon moi. Et je pense qu'il y a beaucoup, et moi je reçois, en plus je suis en lien avec ma communauté, et je reçois tout le temps des messages de femmes qui sont militantes, etc., et puis qui continuent à se faire taper à la maison, ou qui n'arrivent pas à, parce qu'en fait rien ne remplace rien. Donc tu peux avoir un vrai combat politique, il ne remplace pas tes combats intimes, et il ne répare pas véritablement l'intime. Et en fait, dans l'intime, il y a des éléments de réponse que moi j'ai envie de mettre, parce que nous, pour le coup, ça y est, je peux te dire, c'est fait. Et c'est fou, ça aussi, ce sentiment de dire, ok, c'est derrière nous, quoi. Et on l'a fait. Et maintenant, en fait, qu'on l'a fait, ce qu'on veut, c'est pas le faire comme des patriarches qui diraient, je sais pas moi, comme Boris Johnson qui guérit du Covid et qui dit grâce à ma puissance de caractère, j'ai pu me sortir du Covid. Enfin, tu vois, t'es dit mais tais-toi, en fait. C'est justement dire, effectivement, on a un tempérament, on a une persévérance, on a 4 générations, et il n'en faut pas moins pour réparer tout ça. Donc on a eu tous ces atouts qui nous ont permis d'aller dans la profondeur de notre douleur pour en guérir, et on voudrait juste vous dire que il y a une possibilité, il y a ces techniques-là, il y a des mains tendues, il y a plein d'experts, il y a des thérapeutes, il y a plein de mains tendues, il y a beaucoup d'amour, et même si vous n'avez pas le tempérament de feu de ma mère qui s'appelle quand même Phénix Rouge, et ben nous on croit en vous, et on vous donne ça pour que vous puissiez y croire aussi. Ouais, c'est ça qui est très beau, c'est qu'on voit très bien que avant d'avoir cette portée politique, ton film est d'abord un cheminement donc personnel, un empuissancement intérieur, et puis d'ailleurs la question de poser ta voix, qui est une très belle voix off, et qui accompagne tout le film, c'est une question de comment reprendre personnellement sa place dans ta famille, et la retrouver et la créer. Bien c'est sûr. Comment se créer soi-même, et c'est par là que tout commence en bien fait. Sûr, bien sûr. Et ça, on le perçoit viscéralement, émotionnellement, j'ai envie de dire, dans ton film. C'est ça aussi qui est très fort. Ben, c'est vrai que dans la famille, en fait, c'est une mini-société. Et c'est une mini-société qui est dysfonctionnelle. Elles sont toutes dysfonctionnelles. Toutes les familles sont dysfonctionnelles. Du coup, si tu veux me mettre dans ce processus, c'était vraiment retourner dans la matrice maternelle. Sans avoir peur, mais être en totale porosité entre l'intérieur et l'extérieur. Mais sur un extérieur qui est tellement proche de moi que c'est à la fois un prolongement de moi, et en même temps pas du tout. C'est-à-dire que ma mère, elle a pu redevenir ma mère parce que j'ai rencontré une femme à part entière, un être humain à part entière, qui a ses défauts, qui a ses limites, parce on est tous limités, quoi. On est toutes limitées. Et je pense qu'on ressort de l'enfance toujours très déçus par nos parents. C'est un truc très 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 imparfait, la parentalité. Enfin, tu vois, depuis que je suis mère, il y a plein de choses que tu vois plein de choses qui sont tombées de mes rancœurs vis-à-vis de mes parents, parce que tu fais ah ouais, OK. OK, d'accord. C'est un peu plus compliqué que ce que j'imaginais, et voilà, quand tu rencontres ton parent, au-delà du rôle que tu lui avais donné, alors qu'en fait, tu vois, pourquoi tu lui donnerais un rôle? Enfin, et que tu rencontres juste une personne qui n'est pas toi et qui est totalement différente de toi. Enfin, en plus, ma mère, on a plein de points en commun, mais on a plein de points où on n'est pas du tout les mêmes. Et
Et vraiment, il y a quelque chose de tellement beau, en fait, de rencontrer ta mère. Oh, c'est fou, quoi. C'est fou. Et je souhaite ça à tout le monde parce que je pense que il y a parfois des limites qui sont totalement infranchissables. Je sais pas, moi, de parents extrêmement violents ou avec des problèmes de santé mentale vraiment ingérables. Mais c'est pas la plupart des cas, en fait. La plupart des cas, c'est juste beaucoup d'incompréhension, beaucoup de décalage, parce qu'on vit pas dans les mêmes sphères, dans les mêmes époques. Et puis, mais initier cette discussion douce, ou en tout cas où l'objectif de la douceur sera toujours maintenu, comme tu vois. Ça, c'est difficile, mais c'est possible. Et en tout cas, on voudrait qu'avec le film, ce soit pensable. Tout d'un coup, on se dit, ah oui, c'est possible, en fait. C'est un horizon. Et je pense que la culture et les films aussi envoient des images. Et en fait, ça transforme le cerveau, ça, tu vois. Ça crée des horizons. Et c'est là que ça devient politique. Mais ça n'est pas de la politique comme on l'entend. Voilà. Ouais. C'est juste prendre ma part, faire de mon mieux et mettre dans l'espace public quelque chose qui est au service d'eux. Voilà. Place maintenant à la création sonore de Marjorie Delcaz et Alexandra Fournier, une adaptation de leur spectacle Chercher la sorcière pour Gang of Witches. Vous avez choisi de nous partager un extrait de l'ouvrage de l'autrice, médecin et gynécologue Danielle Flomenbaum, intitulé Femmes désirées, femmes désirantes, et publié aux éditions Payot. Une lecture accompagnée d'une relaxation sonore composée par Guillaume Conin. C'est à vous. Chercher la sorcière. Une lecture d'Alexandra Fournier, mise en onde par Marjorie Delcaz pour Gang of Witches. Toutes les traditions considèrent que nous héritons de nos ancêtres, qu'ils nous transmettent aussi bien leurs forces que leurs faiblesses, et que ces dernières peuvent se manifester en nous sous la forme de maladies physiques ou psychiques. Ces maladies dont l'origine est ancestrale, ces maladies de lignée, peuvent nous posséder, devenir récidivantes ou chroniques. Pour s'en défaire, il semble indispensable de connaître son histoire transgénérationnelle, puisqu'elle forme le terrain sur lequel les maladies se déclarent. Considérer l'aspect transgénérationnel de notre existence permet de nous situer à nouveau dans la dimension universelle de la vie. Nos enfants nous prolongent, tout en nous mettant à une place d'ancêtres futurs, de parents, de grands-parents, puis d'arrière-grands-parents. La mort étant indissociable de la vie, notre place de naissance dans la succession des générations nous fait hériter de nos ancêtres et nous transmettons à nos enfants et petits-enfants. En vivant, nous véhiculons donc automatiquement du savoir et des traditions, comme le reconnaissent les peuples qui vouent un culte à leurs ancêtres. Chez nous, le rapport aux ancêtres peut prendre une forme consciente ou inconsciente, et c'est celle-ci qui s'exprime dans les symptômes. Notre civilisation a perdu le sens de l'importance de la mémoire des ancêtres. Alors que nous n'avons plus de croyances, de rituels ni de mythes référés à la mémoire ancestrale, faire son arbre généalogique, c'est reconnaître la façon dont nos ancêtres ont vécu. Le découvrir tout en sachant ce que nous voulons savoir, c'est reconnaître la place qui nous a été attribuée. Ce n'est pas une simple curiosité, mais une prise de contact avec les personnes qui nous ont précédés et grâce auxquelles nous sommes vivants.
Comment ces personnes ont-elles vécu ? Ont-elles apprécié leur vie ou bien sont-elles restées dans leur enfermement ? Ont-elles été déprimées, des violents, des enfants malheureux, des affairistes, des aventuriers, des créateurs, ou ont-elles répété leur histoire familiale ? Au fur et à mesure que l'on construit son arbre, émergent les origines de nos répétitions, de nos freins, de nos échecs, de nos peurs et de nos maladies, mais aussi de nos talents, de nos capacités et de nos compétences. Texte. Dr Daniel Flammenboim. L'importance de connaître sa généalogie dans Femmes désirées, femmes désirantes. Collection Petite Bibliothèque, Payot, 2006. Musique, Guillaume Gonin. Relaxation sonore numéro 1. À quel moment tu t'es rendu compte, viscéralement, je veux dire, du pouvoir à la fois cathartique et transformateur, presque alchimique, de la création et de l'art ? Parce que là, on parle d'un film Ouais. documentaire, certes, mais... C'est marrant parce que je m'en suis pas rendu compte. En fait, c'est venu après coup. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui disent ça, qui disent... je lisais, je sais pas si tu l'as lu, le Connexion de Kate Tempest. Donc elle s'appelait Kate, elle s'appelle Kay maintenant, elle est en non-binaire maintenant, et c'est une poétesse anglaise du sud de Londres, et qui a une forme qui déclame d'une manière incroyable, vraiment incroyable. Et elle écrit là dans ce livre qui est sur notre besoin de connexion, elle écrit ses poèmes, et tu sais, tous les artistes diront ça, qui savent pas d'où ça vient. La source, tu sais pas d'où elle vient. Et après, tu travailles ton art, et puis après, tu le partages. Et en fait, elle dit, il y a un triptyque. Tu vois, elle est poétesse écrivaine, donc c'est l'écrivain, le livre ou le poème, et puis le public. Et s'il y a pas une conversation entre les trois, ça marche pas. Et moi, déjà, je savais pas que j'étais une artiste. Et c'était quelque chose de très, très difficile pour moi à... tu vois, ça me pose toujours, c'est toujours une hésitation. Ça me posait problème. J'arrivais pas à l'endosser. Et puis après, en fait, ce que j'ai vu par contre, c'est que ce film, c'était une œuvre. Ça, j'ai vu que c'était une œuvre. Et pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé à le partager, donc avant ce 8 mars 2019, il y avait eu 3 projections déjà, des projections de test. Une fois avec 5 personnes qui étaient des pros, après avec mes 20 meilleurs amis, et puis après avec 100 personnes à la librairie du Comptoir des mots pour une soirée Girl Power. Et en fait, je voyais l'intensité des émotions. Tu vois, les gens, à la fin d'une projection, ils parlent pas, quoi. Ils peuvent plus parler, en fait. Et je me disais, quand même, c'est pas tous les jours que tu vois quelque chose qui fait qu'à la fin, tu peux plus parler. Tu vois, c'est quand même... ou des gens qui pleurent énormément. Tu vois, mais j'avais plein de gens qui faisaient comme ça. Là, je vais faire le geste, mais en fait, qui avec leurs mains, tu vois, qui me montraient leur menton et qui disaient je peux pas parler, tu vois, qui avaient vraiment la voix coupée comme ça et qui étaient estomaqués, tu vois. Je me disais bon, ça, je sais pas si je suis une artiste, mais ce truc-là, je sais que c'est un pouvoir que je contrôle pas. Et d'ailleurs, il y a eu même un moment où je me suis dit, je vais arrêter. Parce qu'en fait, ce pouvoir, je ne le contrôle pas. Là, dans la salle, on n'est pas 100, on est 400. En fait, il y a plein de fantômes, il y a plein d'entités. Je maîtrise pas du tout ce truc. Et puis mon mec me disait, mais tu vas encore protéger tout le monde. Mais non, en fait, c'est trop beau. Enfin, si quelqu'un va voir une œuvre, c'est pour être ému, pour qu'il y ait un mouvement à l'intérieur de lui. Donc, si c'est les grandes eaux et que la personne elle pleure pendant 15 minutes et c'est arrivé, tu vois, ma meilleure amie à la deuxième projo, elle est partie dans un chagrin qui ne s'arrêtait plus et ça a duré 15 minutes. Et il y avait son mari qui était là et tout et c'était, tu vois, c'était incroyablement fort. Et je me suis dit, mais je maîtrise pas du tout le bousin. Et t'as eu peur?
Et j'ai eu très très peur, ouais. Ouais. J'ai eu vachement peur. Et tu vois, t'es vraiment sur t'es sur un pur sang, quoi. T'es sur un cheval et t'as aucune idée, t'es accru, quoi. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que quand tu cherches à guérir, t'es forcé de créer. Parce que si tu créais pas, bah, tu resterais dans ce que tu sais faire. Et du coup, ben, les mêmes effets les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, t'es obligé de développer une forme de créativité. Alors, c'est pas forcément artistique, mais de la créativité, il en faut, quoi. Bon, moi, il se trouve que ça est devenu artistique et que dans le film, il y a eu aussi la naissance d'une artiste, en fait, pour moi. Oui, c'est ça qui est très beau, c'est qu'on voit que tu te crées toi-même. Et ça vient déjà, ça avait commencé à s'amorcer dès le début de la création de ton blog, où tu filmais ces gestes de soins, de beauté, qui finalement étaient des gestes de résilience. Et donc la petite graine, elle était déjà là, en fait. Bien sûr. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que en fait tout est déjà là. Et j'en parlais avec une amie hier qui va sortir une chanson là bientôt, et qui me dit mais c'est fou, cette chanson elle m'est arrivée, je ne sais pas comment, il y a 9 ans, elle était en anglais et puis à un moment en fait ça faisait des sonorités. Et puis à un moment j'ai un copain qui m'a dit non mais il faut que tu l'écoutes ta chanson, écoute ce que t'as dit, écoute. Et en fait, elle réécoute et c'est un tout autre message qui transparaît tout d'un coup. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, quand j'ai vraiment regardé mes images, les informations que ça me remontait, c'était pas du tout ce que mon mental avait créé comme histoire. Et je pense que c'est un truc. Je sais pas si t'as vu ce film des années 80 qui s'appelait L'Histoire sans fin. Non, oui, j'adore. Bon bah moi, L'Histoire sans fin, c'est un film qui me reste. Et tu vois ce truc à la fin du néant qui avance et seul il avance sur l'imagination et en fait l'imagination se détruit parce qu'il y a du désespoir et là on est en plein là-dedans, tu vois, c'est un conte qui décrit totalement notre époque et la princesse de ce royaume qui est en train de s'écrouler dit mais Bastien, c'est toi en fait qui doit donner un nouveau nom, qui doit me donner un nouveau nom. Et Bastien, en fait, c'est le lecteur de cette histoire. Donc c'est un peu méta comme ça d'un film sur un petit garçon qui s'appelle Bastien qui lit une histoire. Et puis voilà, t'as un montage entre les deux. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, le héros, c'est Bastien. Et je pense on est tous à cet endroit-là à un moment donné de notre vie où on est là. Tu sais, les gens nous parlent et puis on se retourne en se disant mais il parle à qui? Bah, en fait, c'est moi en fait, c'est moi. Et c'est un moment qui est assez magique, ouais. Quand tu dis bah c'est moi en fait. Alors justement, il y avait une question que j'avais envie de te poser, c'est que tu parles souvent de quête. Ouais. De quête de vérité, de quête d'intime. Donc je te perçois vraiment comme une exploratrice, à la fois de toi-même et des autres. Et moi j'avais envie de savoir aussi en quoi finalement tu associes et connectes cette idée de quête à la créativité. Comment les deux sont liés? C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que en fait la quête, déjà, je sais même pas si le mot est totalement en accord avec ce que je ressens maintenant parce que il y a tellement plus d'objectifs. Tu vois, il y a un truc une fois que ça s'est réaligné avec ma lignée de femmes, tout s'est réaligné après. Avec les hommes, avec tout, avec l'intime par rapport aux politiques, la créativité par rapport à ce qui t'est donné, tu vois. Tout s'est réaligné. Je pense que vraiment quand tu es en quête en tout cas, ou que voilà tu laisses une sorte de mystère s'imposer, t'es obligé d'être créatif. Parce qu'en fait t'es obligé de rebondir et tu n'es jamais dans un... Enfin, il y a un peu quand même, mais t'as une expérience qui te construit. Tu vois, si je sais pas, moi, j'ai compris à ce moment-là que ma colère, elle était due en fait à une immense tristesse. Une fois que t'as compris ça et que t'es en colère, bon, tu te dis quelle est la tristesse qu'il y a derrière? Il y a des cycles qui se raccourcissent, par contre, qui deviennent de plus en plus intenses. Et puis voilà, ce que je vais devoir accepter dans ma deuxième partie de vie, puisque maintenant, tu vois, j'ai 44 ans, donc je passe de l'autre côté. Ce que je vais devoir accepter, la mort de mes proches, etc. C'est autrement plus douloureux. Donc en fait, ça va crescendo en plus ce truc. Mais je pense que le point névralgique de tout ça, qui réunit tout ça, c'est la création de possibles. Donc d'être toujours au bord de l'entendement
et d'être dans une partie de ta vie qui est inimaginable. Et ça me passionne en fait. C'est pour ça que je suis vachement dans le documentaire, parce que dans le documentaire et dans le réel, t'as des récits, tu vois, t'as des interstices comme ça où tu te dis mais c'est pas possible. Et ben si. Eh ben si, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et donc, tu vois, il y a, je pense aussi quand t'es dans une culture française cartésienne, je sais pas pourquoi je le rapproche de ça, mais t'as une très grande valorisation de l'imagination, très très grande valorisation du monde des idées. Tu vois, et puis je sais pas, j'écoutais même la masterclass de David Lynch, qui disait bah moi j'ai des idées, tu vois, un film c'est des idées, tu notes tes idées sur un cahier et puis bah quand on a 20 bonnes, et bah t'as un film. Bah moi c'est pas du tout comme ça, mais pas du tout. Pour moi c'est un processus et tu glanes des trucs et puis à la fin t'as un corpus et dans ce corpus tout d'un coup il y a un fil d'or qui va apparaître et qui va, tu vois, tu vas le tendre et tout va remonter, enfin tous les événements saillants ou importants vont remonter et s'accrocher au fil d'or et là t'as un montage qui va se mettre en place. Mais moi je suis pas du tout d'idée quoi, je suis pas du tout quelqu'un de visionnaire avec tu vois avec des. Par contre ce que je peux avoir c'est des rêves. Donc je suis assez connectée maintenant à mon inconscient et aux rêves que je peux faire et qui me donnent vraiment des informations très très précieuses sur mon état d'âme, mon état d'être du moment. Et ça, je pense que c'est super puissant. Mais globalement, c'est quand même par rapport à cette quête et à cette créativité, c'est vraiment un truc d'ouverture, ouvrir et laisser tout rentrer. Donc c'est d'une certaine manière dire oui à tout quoi. Plus tu grandis, plus tu vieillis et plus t'es capable de dire oui à tout. Pas en te soumettant, mais vraiment debout, les yeux ouverts et le cœur vaillant quoi, tu vois. Accueillir. Ouais. Parlais de culture française et cartésienne et moi j'avais aussi envie d'aborder cette thématique qui n'est pas vraiment le propos de ton film mais où j'avais envie d'aborder le thème de l'intersectionnalité. Toi t'as grandi en banlieue parisienne, tes parents sont vietnamiens, ils ont grandi dans un Vietnam colonisé, si j'ai bien compris ils sont arrivés en France dans les années 60 et moi je voulais savoir aussi comment tu vis cette histoire-là et puis même dans tes recherches généalogique, j'ai cru comprendre que tu avais découvert que ton arrière-grand-père, arrière-grand-père était colon et avait acheté ton arrière-arrière-grand-mère. Ouais. Comment tu t'empares de cette histoire-là ici et maintenant et en quoi ça fait partie du film, mais de manière souterraine. Alors, moi, je suis pas du tout intersectionnelle, mais je suis totalement intersectionnelle. C'est-à-dire que je comprends et je soutiens totalement cette parole et cette pensée et la manière de penser différents niveaux de domination qui vont s'entrecroiser. Mais je suis pas du tout intersectionnelle parce que moi, mon taf n'est pas de défaire la domination, mais de défaire ma soumission. Ça, c'est totalement différent comme travail. Encore une fois, parce que je travaille pas sur un niveau idéologique et politique, mais sur un niveau intime. Donc du moi. Qu'est-ce que moi? Quel est l'interstice sur lequel j'ai un levier, quoi. Un levier et donc un espace de liberté et de créativité. Donc le travail, il est pas du tout, il vient pas s'entrechoquer avec les intersectionnels, il vient en complément. Donc ça, je pense que c'est important de le resituer et je pense que c'est possible parce que évidemment que j'ai subi de la misogynie et du racisme, ça, enfin, c'est l'évidence, mais ça ne m'a pas du tout ou très peu, on va dire, ça m'a très peu comment dire, ça m'a très peu blessée à l'endroit du racisme. À l'endroit de la femme, ça m'a beaucoup blessée parce que je viens d'une lignée de femmes blessées aussi. Et où le féminin a été très 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 sauvagement meurtri. En même temps, je peux te dire que le masculin, il est aussi bien
bien défoncé aussi. Ouais, Mais c'est un autre champ. Donc la quête que j'ai dans les rivières, elle est vraiment à l'endroit du féminin. Elle est pas à l'endroit de la race perçue. D'autant plus que moi, grandissant en France, donc j'ai subi tout ce qu'on décrit, hein, Michel Leb, forcément être bonne élève, forcément être bonne en maths, etc. Mais en fait, je m'en foutais totalement, quoi, parce que, enfin, nous, on avait plein de potes et on regardait Michel Leb et je sais même pas de quoi on avait conscience, mais ça n'enrayait en rien nos relations, en fait. Et moi, on était 3 Vietnamiens dans le village de 5000 habitants. Et je le dis souvent, personne n'oubliait qu'on était Vietnamiens, mais personne ne nous essentialisait au trashing talk du coin, qui font, je sais pas moi, qui ont forcément un pressing ou un resto, ou enfin, tu vois, c'était pas du tout ça. Et nos copains, ils étaient hyper contents de pouvoir venir chez nous et de découvrir nos traditions. Donc, du coup, moi, je grandis avec l'idée qu'on m'a comprise, parce que moi, je suis une tronche en maths, je suis la première de la classe. Je corresponds à ce qu'ils décrivent de moi, même si c'est raciste, ça correspond. Donc, en tant qu'enfant, je me sens pas réduite, je me sens comprise. Voilà, même si c'est plus nuancé que ça. Et puis ensuite, je sens une valorisation très très forte, quoi. Moi, je dis, mes copines et les copains de mes frères, enfin tout le monde adorait nous découvrir en tant que sur cette facette culturelle-là. Donc voilà, mais là où j'ai dû me battre, moi, c'est contre cette omniprésence de la culture discrète. Parce qu'il y avait ça aussi que je devais combattre. C'est moi, je me rappelle déjà, je parle plus vietnamien parce que mon père voulait absolument que je sois assimilée. Donc, tu vois, c'était ça l'ambiance à la maison. Et puis, je me rappelle de plateaux télé à l'époque de Touche pas à mon pote. Et il disait, tu vois, sur le plateau, il n'y a pas un asiatique. Sous-entendu, c'est génial. Nous, on la joue discrète. Et on va y arriver discrètement. Et tu vas voir, ça va le faire. Et tu vois, il était très, très fier de ça, qu'on soit totalement invisible. Et nous, on arrive à un temps où, je peux pas faire autrement que d'être visible, par rapport au projet que j'ai, qui est un projet filmé, très engageant, en tout cas sur mon image. Et du coup, il faut surmonter la déception que tu crées chez ton papa, tu vois, ou chez ta maman, parce qu'ils vont se dire, j'ai totalement raté mon éducation, quoi. Blue Bed, la chronique de Sensord par Anaïs Julien. Je vous propose maintenant un nouvel intermède avec une chronique qui présente les œuvres d'artistes engagés, féministes et antiracistes. Une chronique tenue par Anaïs Julien, qui fait aussi partie de l'équipe de nos amis du magazine indépendant, artistique et documentant l'avant-garde féministe, Sensord. Anaïs travaille actuellement sur un mémoire de recherche à l'Université de Lyon 2 qui questionne les vêtements sexy comme objet d'émancipation dans la lutte féministe, qui traite de la construction de la féminité et des vêtements genrés, mais aussi des injonctions patriarcales. Elle y adopte un regard intersectionnel en essayant de sortir d'un point de vue bourgeois, occidental et blanc. Anaïs réalise aussi un court-métrage indépendant féministe et antiraciste intitulé La Meute. Aujourd'hui, tu as décidé de nous parler d'une plasticienne, une compositrice et productrice de musique koweïtienne, Fatima Al-Qadiri. C'est à toi, Anaïs. Merci Sabrine de m'accueillir chaleureusement chez Gang of Witches. Bonjour à tous, je vais vous parler d'une artiste aux multiples facettes, musicienne et conteuse d'histoires oubliées, Fatima Al-Qadiri. Née au Sénégal, élevée au Koweït, elle a étudié aux États-Unis et est basée actuellement à Berlin. C'est la colère qui se dégage plus intensément à chaque écoute de ses morceaux qui a retenu mon attention. Sa musique donne envie d'expulser nos états d'âme, à contrario, elle nous berce de nostalgie. Fatima Al-Qadiri, c'est ça, un contraste permanent, mais toujours déconcertant, dans chacune de ses chansons. Son style expérimental, électronique et instinctif lui a permis de signer la bande originale du film Atlantique.
réalisé par Mati Diop, et de remporter le Grand Prix à Cannes en 2019. Chaque scène du film est portée par ces morceaux, qui sont un hommage aux morts habitant les vivants. J'admire chez cet artiste sa capacité à ne se laisser enfermer dans aucune case. Parce que les mots sont trop restrictifs, parce qu'il la confinerait dans un genre musical ou dans un domaine artistique, Fatima Al-Qadiri défie la liberté, s'affranchit des codes et s'autorise à multiplier les expérimentations. Elle crée des musiques en hommage aux icônes arabes queer en utilisant des conversations Grindr, déconstruit les stéréotypes qui pèsent sur la communauté asiatique en juxtaposant des voix en mandarin et des mélodies méditatives. Elle dénonce un système colonial et néolibéral en insérant des extraits de manifestations comme celles qui ont eu lieu après la mort de Michael Brown. Sa musique est une ode à la contestation, une incitation à la protestation. Dans une interview, elle déclare « Ma méthode de création musicale est narrative, et c'est vrai. Ces musiques sont un récit vers un au-delà visionnaire et une introspection de soi et du monde. Elle révèle souvent que son travail est habité par les ténèbres. C'est le résultat de son expérience de la guerre au Koweït lors de l'invasion irakienne. Dans un pays ravagé, qui s'est transformé d'une utopie en fracas de cendres, la musique devient son échappatoire, une catharsis, la vitrine de ses mots, un monde loin de la violence. J'étais posée dans mon lit quand j'ai écouté son album, Brut, et les larmes ont inondé mes joues. Des synthés, une chorale, des coups de feu, des bruits d'émeutes, l'artiste m'a propulsée dans un océan d'angoisse et d'urgence. Il est temps de contester, il est l'heure de s'indigner. Brut fait pleuvoir la révolte d'un système meurtrier qui nous gouverne aujourd'hui. Dans une interview, elle explique qu'elle souhaite montrer comment l'Occident a construit une image d'un pays libertaire et égalitaire, alors qu'il existe des similitudes à peine voilées entre les États dits tyranniques et les États démocratiques. Pour moi, Fatima Al-Qadiri est transformatrice d'un monde à réenchanter, et c'est particulièrement dans son dernier album, Médiévale Femme, sorti en 2021, qu'elle enivre ses morceaux d'espoir. Ils ont été inspirés par des poèmes de femmes arabes du Moyen-Âge, et dans un décor futuriste, la voix d'Al-Qadiri se mélange à des synthés, des orgues, ainsi qu'aux luttes, créant une atmosphère onirique. Les poèmes sont récités tels des mantras spirituels, redonnant vie à des femmes oubliées, mettant en lumière ces pionnières de l'ombre. Médiévale Femme tisse un paysage sonore mélancolique, où on nage entre la rêverie et un chagrin céleste. Fatima Al-Qadiri bouscule les codes, renverse les clichés, ravage la pensée en une mélodie. Sa vision futuriste fait naître des albums vivifiants, où le silence se transforme en force. Son monde est peuplé de colère poétique et de rage. Moi, j'aimerais avouer que sa colère, je la trouve magnifique. Elle permet de reprendre le pouvoir, de créer un nouveau soi, de dépasser les schémas établis. Sa musique est un lieu où l'existence de la colère fait éclore de nouveaux imaginaires, où la rêverie est autorisée, où la rage incendie la douleur. Alors justement, tu parles de comment, enfin du parcours de vie du film et du fait que il n'a pas été soutenu par comment dire le cadre, CNC, le ouais. CNC et le cadre institutionnel cinématographique classique. Est-ce que tu penses que, et d'ailleurs je crois que tu l'avais évoqué dans un podcast que j'ai écouté, je sais plus lequel. Kif Taras. Oui, ça doit être Kif Taras. Si tu avais raconté l'histoire en effet d'une lignée d'hommes blancs, sans doute que tu aurais eu plus de soutien. Ou... Alors, en fait, tu sais, c'est ça la charge, la charge raciale. Hein. Ouais. C'est que t'es obligé de te poser la question parce que c'est une possibilité en fait. Après, je pense que c'est marrant parce que j'en rediscutais avec un ami qui est producteur et qui me disait mais en même temps, il y a 6 ans, il y a 7 ans, t'étais pas du tout la même personne. Ton dossier, il était hyper fragile. Et effectivement, il y avait cette dimension cathartique. Mais du coup, cathartique pour qui? Pour toi. Mais dans ton projet à l'époque, c'était pas si évident que ça allait avoir la puissance que tu as et que le film t'a donné par la suite. Et donc, t'étais pas connu, t'avais jamais fait de film. Et donc, c'est peut-être aussi ça qui a fait dire au CNC, elle est pas prête, elle est pas mûre. Et en fait, ça s'entend.
Ça s'entend carrément. Et puis après, je pense que c'est aussi, de toute façon, là maintenant, je peux le dire. Je pense que quand quelqu'un fait un film, c'est toujours un miracle. Enfin, finir un film, c'est un miracle. Mais après, c'est aussi avec qui tu évolues, avec qui, tu vois, j'en discutais avec une réalisatrice haïtienne qui a fait un film sur sa maman. On est au bord de la mer aussi. Enfin, c'est incroyable. Tu vois, on s'est jamais rencontrés avant. Et ça parle de santé mentale, de filiation, tout ça. Et elle a eu le CNC. C'est la réalisatrice de Freda qui est maintenant sélectionnée pour Cannes. Donc tu vois, elle a eu cette trajectoire, mais parce qu'elle était actrice. Donc elle savait juste comment faire, quoi, tout simplement. Et puis elle m'a dit, j'ai eu de la chance aussi parce qu'en fait, j'ai eu un producteur qui a compris que le film, c'était la quête elle-même. Et que j'étais pas mûre, mais il me connaissait suffisamment pour se dire, non, mais ça va aboutir quelque part. Ce sera peut-être très, très lent, très, très long, mais c'est ce qu'il faut au projet et j'y crois. Et moi, j'avais pas du tout ces connaissances-là, donc c'est pas uniquement parce que je suis une femme jaune, quoi. Alors j'avais aussi envie dans Les Rivières, bien sûr, tu explores ta lignée de femmes, tu évoques ta maman, ta grand-mère, ta fille, mais tu rends aussi sa place à ton fils. Et je voulais un peu évoquer ça, en quoi c'était crucial. Et d'ailleurs, tu as travaillé, co-réalisé avec ton compagnon Jerry Hyde, Make Me a Man, où il est question aussi d'imaginer de nouvelles masculinités. En quoi, toujours sans être exemplaire, sans être dans l'explication, mais plutôt dans le partage, finalement, tu t'es en train aussi de creuser un sillon dans cette perspective-là. Moi, ma vie, elle a vraiment, la quête, elle a vraiment basculé quand j'ai compris que il y avait pas de dichotomie homme-femme, mais qu'il y avait une dichotomie adulte-enfant. Et en fait, encore une fois, tous les débats qu'on a aujourd'hui après MeToo Inceste, ça me fascine parce que certaines personnes ne comprennent pas ça encore. Et elles restent, parce que c'est vrai que ce qui est vrai, c'est que tout ce qu'on découvre sur l'inceste aujourd'hui se fait beaucoup grâce aux recherches féministes. Mais attention, en fait, une victime, c'est une victime. Et même s'il y a moins de petits garçons que de petites filles victimes, un enfant, ça reste un enfant victime, quoi. Et justement, c'est bien à cet endroit-là qu'il faut pas genrer, quoi. Je pense que pour moi, tout a changé à ce moment-là. Et c'est mon fils, en fait, qui m'a montré la voie parce que c'était, en fait, quand t'imagines, c'est fou, en fait, de se dire que je suis inquiète pour ma fille et pas pour mon fils, en fait. Enfin, ils ont la même maman, même si ils sont différents et que je les éduque, on a des relations différentes et que je les éduque de manière différente. C'est pas par rapport à leur genre et pour leur allouer des qualités ou des valeurs à acquérir selon leur sexe, mais c'est tout simplement qu'ils sont différents. Ce sont des tempéraments différents qui nécessitent différentes attentions à différents endroits. Et quand je me suis rendu compte, en fait, que mon fils me disait, mais maman, je suis là, en fait. Ça m'a bouleversée parce que je disais, mais qu'est-ce qu'elle est conne. Je disais, mais c'est pas possible de pas voir que t'as un fils, quoi. Enfin, et en fait, je voyais pas que j'avais un fils. Donc j'avais cet enfant, effectivement, voilà, j'avais mon petit Léo, etc. Mais toute l'énergie que je dépensais pour ma petite fille, en fait, c'était mon fils qui en avait le plus besoin. Parce que ma fille, elle allait très très bien, ma fille. Elle avait aucun problème. Et en fait, j'ai compris que il fallait que je voie les choses sous cet angle-là et qu'en même temps, je me dise ça veut dire quoi ce problème de malédiction de femme, c'est peut-être qu'on a un problème avec les hommes. Et il y a une phrase quand on préparait la voix off, je sais même pas pourquoi je l'ai enlevée d'ailleurs parce que ça me paraît tellement précieux, mais ma mère elle m'avait écrit finalement nous sommes à la fois soumises et révoltées. Et là encore, c'était au niveau intime, mais si tu le places sur un espace public et politique, ça me parle énormément. Et il faut qu'on déplace ça, en fait. Il faut pas qu'on soit ni soumise ni révoltée, parce que en fait, c'est lose-lose. Et à partir du moment où on se met sur un pas de côté et qu'on envisage son conjoint, son frère, son père comme un autre être humain,
Au-delà des injonctions qu'il a à être fort, à être pourvoyeur d'argent, etc. Ce fameux mythe de la virilité. Voilà, ce fameux mythe de la virilité. Au-delà de ça, qui est cette personne? Et là, tu te mets à rencontrer les hommes qui sont autour de toi. Et moi, j'ai de la chance parce que, enfin, en tout cas, dans ce cheminement-là, je suis un peu née dans un groupe d'hommes, en fait, parce que j'ai 5 frères. Je suis la seule fille et je suis l'aînée. Après maman est partie, j'étais avec mon père, donc j'ai pas peur des hommes, quoi. J'ai vécu avec eux, on s'aime de fou, on s'est beaucoup entraidés et ça continue aujourd'hui parce que suite à tout ce travail, en fait, l'un de mes frères nous a appris qu'il avait été aussi victime d'inceste. Donc c'est pour ça que pour moi c'est aussi important aussi de vraiment cette dichotomie, de bien la redéplacer. Et puis ça m'a permis de cheminer sur nos rapports aux hommes et sur les hommes de manière générale. Et quand j'ai fini Les Rivières, Jerry, en fait, qui est mon compagnon et qui est thérapeute et qui a des groupes de parole d'hommes, était en train de préparer un film sur ces groupes de parole d'hommes, parce que je lui avais dit, en fait, après MeToo, je lui avais dit, faut que tu passes la seconde, là. Tu peux pas garder ça derrière des portes closes. Il faut que les gens sachent ce que tu fais, ce que vous faites. Et il me disait, mais tu sais pas ce qu'on fait. Je disais, ouais, c'est vrai, je sais pas ce que vous faites, vu que je suis une femme, donc je pouvais pas rentrer dans les cercles. Et je rêvais d'être une petite souris, tu vois, pour aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et puis, c'était pas possible. Et puis, sauf qu'un soir, en fait, Jerry, l'idée a mûri dans sa tête quand même, et puis il fait un de ses groupes de parole. Donc, les hommes, ils viennent 1 semaine sur 2, parfois depuis 20 ans. Donc, on faisait des groupes très, très stables d'entraide et d'écoute, où on apprend à pas se juger et à avoir une écoute vraiment inconditionnelle. Et en fait, il se rend compte que là, toi, t'es réalisateur, toi, t'es cadreur, toi, t'es étalonneur, toi, t'es monteur. En fait, dans ces groupes d'hommes, il avait une équipe de cinéma, quoi. Donc, il s'est dit, on va faire le film ensemble. Et lui, il avait été approché par plein de chaînes de télé pour le faire. Et il avait toujours refusé pour pas nuire à l'intégrité du travail. Et là, il s'est dit, en fait, ça peut faire partie du travail, qu'on se filme et qu'on admette, voilà, qu'on soit les petits Bastiens aussi, qu'on admette qu'on a une parole qui doit circuler aujourd'hui. Et puis, à un moment donné, il me dit, mais je peux pas monter ce truc-là, je peux pas en faire un film, en fait, je sais pas comment m'y prendre. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument un regard féminin sur cette parole-là, parce que sinon, on va être sur la défensive, on saura pas comment le faire. Et c'est pas que un regard féminin, c'est ton regard qu'on veut. Et donc, du coup, ils m'ont demandé de co-réaliser ce film. Et en découvrant ces images, donc l'autre côté, quoi. Je découvre qu'en fait, on est du même côté. Il y a pas d'autre côté, en fait. On parle tous des mêmes choses, de notre difficulté à être, de nos chagrins, de notre difficulté dans le couple, de notre difficulté dans le célibat, de notre difficulté avec nos mômes, avec notre mère, notre père, enfin, au sexe, enfin, les mêmes questions, en fait, qui sont des questions très, très humaines. Par contre, ce qu'on doit déconstruire, c'est pas la même chose. Et c'est là que des groupes en non-mixité sont utiles. Parce que si t'as un trauma, on en entend beaucoup parler, mais si t'as un trauma parce que t'as subi un viol ou par rapport à un homme et puis peut-être un deuxième, etc., c'est très, très difficile de ne pas projeter ça sur l'ensemble des hommes. Très, très difficile. Parce que la culture est genrée aujourd'hui. Donc, on voit pas les gens comme des êtres humains. On les voit d'abord comme hommes-femmes, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut se retirer parfois dans des couples en non-mixité, mais pour revenir et vivre ensemble, évidemment. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Encore une fois, je suis pas du tout contre les femmes qui prônent le lesbianisme politique ou qui prônent de partir dans des villages séparés en non-mixité et tout. Moi, voilà, vraiment, je suis pour, mais c'est pas ce qui me correspond. Et je pense qu'on peut avoir une parole qui est complémentaire parce qu'on a tous du travail à faire et il y aura pas une seule solution et il y aura pas un seul problème. Donc allons-y. Et puis j'espère que cette parole qui est hyper vulnérable et qui est donc très très rare, parce que chez les hommes c'est encore plus rare que chez les femmes, la parole vulnérable et honnête. Tu vois, où tu te défends pas. Encore une fois, t'es pas dans la conviction. Tu cherches pas à convaincre quelqu'un.
tu es, et puis c'est tout, en fait. Et qu'est-ce qui se dit à cet endroit-là quand tu es et qu'on te demande c'est quoi ton rapport à ta mère, à ton père, et que ça fait 20 ans que tu chemines, et ben en fait, t'as une parole incroyablement réparatrice pour les autres. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça va... Et du coup, Make Me Human, on peut le voir comment, là? Pas tout de suite. Il est en cours de vente, et j'espère que ce sera un format télé. D'accord. Voilà. Alors justement, dans une interview, alors je me demande si c'est pas encore dans Kiffe ta race, mais je sais plus. Tu as dit quelque chose qui me paraissait super puissant aussi. Tu disais le post-patriarcat, ce n'est pas le matriarcat, c'est une forme d'anarchie. Et j'avais envie que tu m'expliques un peu ça, et je trouvais que ça se rapprochait beaucoup en fait d'une sorcière écoféministe qui s'appelle Starhawk, et qui parle beaucoup du pouvoir du dedans. Ouais. Et à la fois je voulais que tu m'expliques donc cette formule qui est puissante, et en même temps en quoi est-ce que tu te sens proche ou pas de ces pensées écoféministes, parce qu'elles sont multiples. Ouais. Alors. Donc moi je suis pas comme t'as dû le comprendre, moi je navigue entre plein de cultures en fait, et j'avais fait un passage dans cette communauté hippie du Pays de Galles, tu vois, les pieds dans la boue, sans électricité, etc. Enfin voilà, après le monde de l'industrie de la beauté, tu vois. Donc le grand écart. Et tu vois, ils sont très très proches de ces cultures païennes et de ces formes de sorcellerie, et ça m'avait passionnée. Mais ce qui m'avait passionnée, c'était pas nécessairement c'était qu'il y avait jamais d'injonction à dire fais comme moi, quoi. C'était toujours qui es-tu. Et tu vois, aujourd'hui j'initie des cercles de parole, des cercles où je travaille aussi avec une thérapeute constellaire, et en fait tu vois, ça dure 1 mois. Et souvent, à la fin, je me dis, mais personne ne sait qui fait quoi en termes de profession, tu vois. Aujourd'hui, si tu dis bonjour, présentez-vous, c'est nécessairement quelle est ta profession, en fait. Et on est totalement identifié à une fonction pécuniaire. En plus, profession, évidemment, qui rapporte de l'argent, sinon c'est pas une profession, c'est pas un vrai taf. Et là, qui es-tu, c'est tout d'un coup une exploration. Et je pense que l'anarchie, alors je suis pas en train de prôner l'anarchie punk, etc. Mais c'est si on peut apprendre aux gens à réfléchir par eux-mêmes, c'est donner de la puissance. Est-ce qu'on peut créer un pacte social qui vise à donner de la puissance aux gens et non pas l'inverse. Et aujourd'hui, on est sur une fin de cycle. Et quand on écoute les peuples racines qui ont quand même survécu à toutes les civilisations, peut-être qu'on pourrait apprendre quand même. À un moment donné, il faut poser un genou et se dire il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et il y a une journaliste qui a fait le tour de la Terre pour aller rencontrer des peuples racines. Et elle a décrit que, en fait, quelle que soit l'ancienneté, quel que soit qu'ils aient chaud, qu'ils aient froid, qu'ils soient violents ou non violents, parce que tu as des peuples qui sont violents, d'autres qui sont non violents, ils sont tous régis par les 6 mêmes règles. Et il y a le rapport à la nature, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de binarité, de séparation, de dualité. On est tous là pour une raison. Et puis, alors je les ai pas tous les 6, mais il y en a un qui beaucoup me transporte, qui est la raison d'être de notre tribu, c'est la guérison des âmes, des individus. C'est pour ça qu'on est ensemble. Et on ne peut pas faire autrement. J'ai des frissons partout. Moi aussi. J'ai des frissons partout. Et certainement que ça n'est possible que dans des petites tribus, parce que toutes ces tribus, elles sont petites aussi, c'est 150 personnes. Et que du coup, il y a un système de réglementation ou d'auto-responsabilisation qui fait que on ne déporte pas la responsabilité d'une chose sur une autre, tu vois. Mais en tout cas, et puis voilà, il y a ce truc de toute façon, on a besoin les uns des autres, donc faisons la paix. Et tout ce truc autour de la paix, plutôt que avoir raison, ça crée pas les mêmes réalités pour les individus.
Donc c'est dans ce sens-là que je parle d'anarchie. C'est dans le sens du pouvoir individuel et dans le sens de si on donne plus de pouvoir aux gens, vraiment, on va avoir une autre société. Et ça commence à l'école, ça commence... Oui, c'est ça, il faut s'adresser aux jeunes générations aussi et leur donner ce pouvoir-là. Et moi, j'avais une question aussi sur ce que représente la figure de la sorcière pour toi. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque comme est-ce que c'est un archétype pour toi ou pas du tout? Peut-être que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que moi, ma mère, en fait, tu vois, je te parlais de ces informations là qui remontent quand tu vois tes images. Bon, bah, ma mère, c'est Baba Yaga, quoi. Tu vois, c'est évident. Enfin, dans son mode dans sa manière d'initier, dans sa manière de faire très peur aussi, et dans cette sorte de féminité, tu vois, hyper exacerbée, et puis en même temps très infantile, et puis, pour moi, c'était Baba Yaga, quoi. Donc, il y a un côté très archétypal, et puis après, il y a un côté très, très factuel, et très simple, qui est vraiment d'être responsable et l'actrice de ta transformation. Et déjà, d'assumer que tu peux avoir transformation, et puis d'en être l'actrice, et l'orfèvre, quoi. Ça, moi, je sais maintenant que je suis capable de ça. Et justement, c'est ma dernière question en parlant d'orfèvrerie. Enfin, tu t'es mis à l'écriture, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quelques mots de ce que tu es en train d'écrire? Bah, je peux pas parce que c'est encore trop fouillé, en fait. Mais ça parlera d'amour, ouais. Ça parlera d'amour. C'est dur, l'écriture. Ouais. C'est très, très dur. C'est très, très nu. Et c'est... moi, sur les rivières, l'écriture et la voix off, c'est ce qui est vraiment arrivé en dernier. Et j'ai écrit 82 voix off, quoi. Mais le plus dur, c'est de commencer. Et c'est de défaire, de refaire, et puis de trouver l'angle. Hein. C'est ça aussi. T'as une forme d'écriture qui t'amène au fond de l'écriture. Et je pense que c'est aussi, je reviens à Kate Tempest, mais c'est aussi trouver cette chose très, très... très invisible aussi dans l'écriture. C'est-à-dire que t'es plus du tout dans l'analyse, t'es pas dans du développement personnel, t'es pas dans un manifesto politique où où en fait les mots sont des temps forts déjà. Moi, je suis que dans les corps subtils. Donc je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Est-ce que c'est comme une musique qu'il faut trouver? Ouais, c'est ça. C'est vraiment tous les tout ce qu'il y a entre les mots, en fait, c'est ça qu'il faut trouver. Et puis les mots, ils viennent se poser, mais c'est... En plus, tu sais, dans la culture bouddhiste, il n'y a pas une règle, il n'y a pas... On parle en métaphore, parce que c'est tout cet espace entre les choses qui crée du sens pour nous. Donc, tu vois, un temps fort, ça reste de toute façon un truc qu'il faut décoder... Tu vois, la Torah, tous les jours, il y a des gens qui continuent de réactualiser parce qu'il y a une autre manière de lire les choses. Il y a toujours une réactualisation, même quand on est dans des mots qui veulent être les plus signifiants possibles. Mais là, quand tu écris un bouquin, je trouve que, en tout cas, là, moi, c'est ce qui me passionne en ce moment, c'est écrire entre les mots, quoi. C'est ça. Merci, Maï. Merci, Sabrine. Merci d'être venue. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mayra pour sa présence lumineuse et le récit de son parcours si inspirant et énergisant. Je vous rappelle que son film s'intitule Les Rivières et que vous pouvez le voir en ligne sur son site lesrivières.maywa.fr. Enfin, je vous précise que vous pouvez écouter dans leur intégralité les titres qui composent la bande-son de ce podcast sur notre site gangofwitches.com et qui sont extraits de l'album de Paola, Yvelin et Sophie Rock, Patriarchy is Burning. Merci de votre écoute, chères sorcières, et rendez-vous à la prochaine pleine lune. C'était le podcast de Gang of Witches, présenté par Sabrine Kasbaoui. On vous dit à la prochaine pleine lune. D'ici là, prenez soin de vous. Calling upon my witches everywhere, my witches everywhere. I'm calling upon my sisters everywhere, my brothers everywhere. The time has come to gather.
together.